Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Tu as des origines polonaises. T'étais pas cool au collège. À l'origine, le château de Versailles était un pavillon de chasse, vrai ou faux? T'étais quel genre de petit garçon? Tu te souviens d'une bêtise? Est-ce que tu te souviens de quelque chose que tu as appris pendant tes études de commerce? Absolument rien. Stéphane Bern. Bonjour David Castel-Lopez. Bonjour. Bienvenue dans Small Talk. Stéphane, on se tutoie dans la vie, on peut se tutoyer dans l'émission. Ah oui, si tu veux, oui. Tu es un invité un peu particulier pour moi parce que tu es un ex-collègue. On a fait ces 3 dernières années 624 émissions de radio ensemble sur Europe 1. On s'est vu chaque semaine de nos vies pendant 3 ans. On peut donc dire que tu me connais un petit peu. Est-ce que tu peux commencer par dire des choses gentilles sur moi? Oui. D'abord, c'est ton talent. Moi j'aime, oui. Non, et puis t'as ton professionnalisme, ta gentillesse et ta drôlerie. Oui. Moi, je dois avouer que je suis client. Donc, en fait, j'ai toujours aimé dans la vie m'entourer de gens plus talentueux que moi. Il y a 2 écoles dans la vie. Il y a ceux qui essayent de prendre des nuls pour mieux briller, et ceux qui pensent qu'il vaut mieux, c'est l'école Bouvard, il vaut mieux s'entourer de gens brillants, parce que ça finit par rejaillir sur au bout d'un moment. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais réuni, avec la complicité de Benjamin Delsol qui organisait tout ça, je voulais des gens brillants, des gens qui m'impressionnent, qui... moi, je suis client et j'ai trouvé que c'était 3 années merveilleuses. Je m'attendais à quelques petits mots sympas. Là, j'ai dû rougir, je pense, physiquement dans mon visage. Ma vanité est hydratée. Voilà, c'est un super plaisir. C'est la meilleure des crèmes de beauté. Exact. Et maintenant, tu peux dire des choses moins gentilles aussi sur moi ou pas? Non, ce qui m'amuse, c'est tes obsessions. Mais ça, les gens ne le savent pas, peut-être. Lesquelles? Alors, tu es obsédé par les nazis. Ça, il faut quand même le rappeler. Ce qui ne sont pas des gens très bien, voilà. Tu es obsédé par la même tenue. Moi, ça me fascine parce que j'adorerais être comme ça. Et je crois que je le suis devenu. Je suis toujours en bleu, par exemple. C'est vrai. Et toujours la même chemise bleue. Oui. Et donc, en fait, c'est vrai que ça rend la vie très simple parce que tous les jours, tu sais que c'est la même chemise déclinée à l'infini qui t'attend dans la penderie. Alors, visiblement, pendant 3 ans, elle ne t'attendait pas dans la penderie. C'est très vrai, il y avait des problèmes de repassage assez régulièrement, etc. Oui, les chaussures que tu portes aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai vu, je les connais déjà, c'est des chaussures avec une sorte de tapisserie dessus, c'est ça? Des tennis. Ça, oui, c'est des tennis. J'aime bien parce qu'il y a Marie-Antoinette dessus, personne ne le voit. Mais c'est mon twist à moi. Ton twist à toi. Alors, dans ma tête, Stéphane, et dans celle de beaucoup de gens, tu es un des spécialistes mondiaux de la politesse. On imagine que tu as une sorte de doctorat en politesse. Est-ce qu'on a fait quelque chose depuis que tu es arrivé à Combini qui ne soit pas orthodoxe au niveau de la politesse? Non, c'était parfait. Oui. Vraiment. Romain m'a préparé un expresso comme je l'avais demandé et il l'a proposé très gentiment. C'était très bien. Oui, c'était très bien. C'est très bien. Alors, je sais pas si t'as vu que moi j'ai un mug avec mon nom dessus. Oui. Normalement, tu devrais avoir un mug avec ton nom dessus, mais il n'a pas été livré. Attends. Non. Il n'a pas été livré du tout, il a peut-être pas été commandé. Il a été commandé par Robin qui l'a fait, mais alors on me dit qu'il va peut-être y avoir un happening, on ne sait pas, peut-être qu'il va arriver pendant qu'on est en train d'enregistrer. Et en plus, c'est important pour nous parce qu'on sait que... Je collectionne les mugs. Mais pas pour boire dedans, c'est ça? Bah si, ceux-là sont... Pardon, si je peux me permettre. Ils sont pas assez... Non, c'est pas qu'ils sont pas assez ou trop. Des mugs historiques ne sont pas utilisés tous les jours. Ils ne vont pas au lave-vaisselle. D'accord. Voilà. D'accord. Ils ne sont pas wash machine compatibles. Oui. En revanche, celui-là sera très bien pour boire tous les jours. Pour boire tous les jours, très bien. Et ben, s'il arrive trop tard, on te l'enverra. Le principe de Small Talk, Stéphane, tu le sais peut-être, c'est que j'invite des gens connus pour parler de tout, sauf de ce pourquoi ils sont connus. Le truc, c'est que dans le principe, au départ, on aimerait bien l'appliquer à la lettre, mais le truc, c'est que si on fait ça, les gens ils viennent pas. Ah bon? Ben oui, parce qu'ils disent, moi j'ai de la promo à faire, connard. Des fois, ils sont un petit peu comme ça, un petit peu forts comme ça. Et donc on aime bien quand même toujours parler un petit peu de l'actualité de la personne. Alors généralement, on le fait au milieu du podcast, mais là, j'ai un peu envie de le faire tout de suite. D'abord,
tu publies un livre qui s'appelle « La reine qui aimait la France » sur ton amie, la reine d'Angleterre. Enfin, je ne sais pas si c'est mon amie, parce que je pense que même si elle m'a rencontré 6 fois dans sa vie, elle avait totalement oublié qui j'étais. Mais oui, cette femme aimait non seulement la France, mais les Français, fussent-ils révolutionnaires. Oui. Et ça la fascinait, parce elle m'avait dit une fois, elle m'a dit, c'est merveilleux, les Français m'adorent, et pourtant ils ont coupé la tête de leur roi. Et il y a aussi un autre truc que tu as fait un cahier de vacances. Un cahier de vacances Stéphane Bern, spécial histoire. Alors c'est un peu la fin des vacances, depuis un moment quand même. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça, mais j'aimerais bien te poser 1 ou 2 questions. Ah oui, mais je suis pas sûr d'y répondre. Là, parce que il y a des questions très très dures. Ouais, alors je sais pas si celle-ci est très dure. À l'origine, le château de Versailles était un pavillon de chasse, vrai ou faux? Vrai, c'était celui de Louis XIII. Tout à fait. Très bonne réponse de Stéphane Bern à son propre cahier de vacances. Non, mais ça a bien marché, j'étais très content, mais en même temps, on n'est pas là pour faire de la promo, mais c'est vrai que c'est sympa de faire un cahier de vacances avant l'été pour avec 3 passions, l'histoire, l'Angleterre et le patrimoine. Les 3. La dernière chose, c'est que tu as repris Historiquement Vôtre, l'émission dans laquelle j'étais, pour une 4e saison, sans moi, cette fois-ci. Oui. Mais parce que tu m'as quitté. Est-ce que c'est triste sans moi? Oui, c'est triste sans toi, c'est triste sans Clémentine. Oui. C'est peut-être Olivier Pouls reste, mais il fait autre chose. Ouais. Mais oui, c'est les 2 que je regrette. En même temps, je te regarderai dans la maison d'en face et je t'écouterai surtout. Clémentine, je suis sûr qu'on va être amené à se revoir dans la vie. Oui. Je n'oublie pas les gens qui sont, surtout ceux qui se sont bien comportés. Tu as des origines polonaises, il me semble, mais tes aïeux faisaient partie d'une catégorie de Polonais qui, on peut le dire, n'ont pas toujours été les bienvenus en Pologne. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents paternels étaient des Juifs de Łódź et une ville où il suffisait tous les 20 ans, on demandait le pogrom. Oui. Et donc, ils fuyaient. Il se trouve que j'avais un grand-père communiste qui s'appelait Henri Bern. Et donc, lui, il a décidé de fuir une bonne fois pour toutes, d'aller apprendre l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Et puis ensuite, à Besançon, il a fait partie des héros de l'Ypres. Tu es peut-être trop jeune pour avoir connu l'épopée de l'Ypres dans les années 70, où ils se sont battus pour l'horlogerie française. Oui, l'Ypres, pour moi, c'est une brasserie à Paris. L'Ypres, c'était une manufacture de montres. Et donc, oui, je vis... En fait, pendant des années, je me disais, ce passé, cette famille m'encombre. Et je me rends compte avec le temps, peut-être parce que j'arrive à un âge où on a finalement plus de souvenirs que d'avenir, eh bien, on arrive à un moment où on essaye de rassembler tout ce qu'on est, tout ce qui nous fabrique, et d'assumer tous les héritages qu'on peut porter. Donc oui, il y a cet héritage-là, mais voilà, en même temps, chaque fois que je vais en Pologne, je suis assez surpris en me disant, tiens, ça pourrait recommencer. Oui. Mais c'est tout à fait... Moi aussi, il se trouve que je suis juif, et j'ai eu une petite amie polonaise pendant un moment qui m'avait dit, bon, ma famille n'est pas antisémite du tout, mais si tu pouvais juste éviter de le dire que tu es juif, ce serait plus simple. Voilà. Et c'était il y a pas si longtemps, quoi. C'était 70 ans après. Tu es né à Lyon 8 jours avant l'assassinat du président Kennedy à Dallas. A priori, il n'y a pas de... Il y a un lien quand même. Je ne suis pas responsable. Mais je me souviens que, c'est ce que mes parents m'ont raconté, c'est la légende familiale, que mes parents voulaient annoncer à mes grands-parents que j'étais né. Et eux, arrivés des États-Unis, ils ne parlaient que du président Kennedy. Au bout d'un moment, je crois que mon père a dû arrêter la voiture pour dire, bon, attendez, il y a quand même, oui, il y a le président américain, mais le petit Stéphane est né. Et donc, j'ai toujours connu la date de la mort du président Kennedy, en sachant qu'il était mort, voilà, au moment de ma naissance. Est-ce que tu sais quelle était la chanson qui était numéro 1 au hit parade le jour de ta naissance? Non, je me suis jamais vraiment posé cette question. Et toi? Et je suis d'ailleurs, je trouve étonnant que quelqu'un se la pose. Le hit parade n'existait pas encore à ma naissance. C'était ça, regarde. Regarde, c'était Johnny Hallyday. La guitare s'enflamme de joie quand tu es là.
Ma guitare s'enflamme de joie quand tu es là. C'est pas mal. On sent peut-être une petite métaphore derrière cette chanson. J'aimais bien Johnny, il était sympathique. Ouais. Stéphane, c'est quoi le premier souvenir de toute ta vie? Le premier souvenir de toute ma vie, je crois que c'est... Parce que j'ai pas vu de photos, parce que parfois on confond avec les souvenirs de photos qu'on a vues, et donc on pense que c'est un souvenir alors qu'on a vu la photo. Oui. Je me revois au parc de la Tête d'Or à Lyon. On essayait de me montrer des éléphants et moi je voyais le pigeon qui était devant le pied de l'éléphant. Et pendant quelque temps, j'ai cru qu'un éléphant c'était un pigeon. Mais j'aimais bien le parc de la Tête d'Or à Lyon. Aujourd'hui, je sais que c'est pas du tout à la mode les parcs animaliers au cœur des villes. Mais pour nous enfants, et ensuite quand j'ai vécu 4 ans à Nancy, il y avait Jojo qui était le gorille, le orang-outan qui était dans le parc. On allait exprès après les cours, on énervait Jojo pour voir s'il allait vraiment s'énerver. Et puis il y avait des biches, des chamois. Non, j'ai aimé les animaux. Ben, on commence comme ça. Et puis j'ai aimé le patrimoine. Si je me souviens que on habitait un immeuble immonde, enfin comme on les construisait dans les années 60-70, quand c'était moche. Et à côté, il y avait la place Stanislas à Nancy, et je trouvais ça magnifique. Je me disais, mais c'est là en fait que j'aimerais vivre. Pas du tout dans la maison de mes parents. Et c'est un peu là que tu vis maintenant. T'as réussi à... Non mais, c'est-à-dire, je pense que c'est la première émotion de me dire, on peut sortir de son univers, on peut sortir de son cocon familial et aller rêver, aller vers la beauté et se hisser à la hauteur de ses rêves d'enfant. T'étais quel genre de petit garçon? T'étais sage? Non, insupportable, indiscipliné, insolent, impertinent, bavard. Je faisais toutes les bêtises possibles. Et même quand je les faisais pas, on me les attribuait. Tu te souviens d'une bêtise que t'as faite? Oh oui, on s'amusait par exemple avec mon frère, on était au-dessus du parking, on avait suspendu, à l'époque il y avait des espèces de grosses araignées en caoutchouc, je sais pas quoi, puis on les suspendait à un fil et puis on les faisait pendre dans la rue pour embêter les gens. On faisait toutes sortes de bêtises. Et puis je faisais toutes les bêtises que mon frère me disait de faire. Un jour, on m'a retrouvé en haut d'une armoire. On ne sait pas comment je suis monté là-haut, mais parce qu'il m'avait dit qu'il fallait absolument que je monte. Donc c'est dans les bêtises qui sont susceptibles d'être faites. On n'est quand même pas dans du punk total non plus. Non, j'ai jamais. Vous n'avez pas mis le feu à des églises ou à des... Non, mais on n'était pas des sauvageons non plus. Et puis on était assez bien tenus. J'avais une mère prussienne, donc c'était... ça débordait pas, quoi. C'était, on était très tenus quand même. Oui, tu te prenais un peu des gifles. Oui. Aujourd'hui, alors tout le monde aimerait me faire dire que, évidemment, mes parents passeraient au tribunal pour. Oui, j'étais pas un enfant battu. J'étais un enfant qui méritait des. Ma mère n'avait plus d'autres moyens que la gifle. Alors c'est un aveu d'échec, évidemment, pour que j'arrête. Oui. Parce que je ne comprenais pas autrement. Là où c'était un peu dur, c'est elle avait des méthodes éducatives qui n'ont pas très bien fonctionné, c'est-à-dire que elle avait la gifle facile pour faire rentrer l'allemand et l'anglais dans la tête. Et en fait, c'est pas avec la main que ça rentre. On le sait depuis, il y a eu des études sur la chose. Mais je disais ça après, mon père me disait oui, dans les interviews, tu fais passer ta mère pour... je disais oui, mais c'est comme la vérité. Il me dit oui, mais c'est le souvenir que tu en as, mais c'est pas... Voilà, j'ai exagéré sans doute la chose. Mais au fond, je suis très reconnaissant de mes parents de m'avoir sorti justement de cette indiscipline, de ce côté... j'étais insupportable, je voyais bien ce qui allait énerver les autres et je disais exactement le mot qui allait mettre le feu aux poudres. Dès qu'il y avait des invités, je me moquais d'eux. Et on n'avait dit pas le physique, moi c'était toujours le physique. Je disais mais elle va pas s'asseoir, elle va pas réussir à s'asseoir. Des trucs horribles que les enfants ne peuvent pas dire. Mais j'ai été souvent privé de dessert. J'ai été un petit gros parce que je mangeais le dessert en douce, en loose day, parce que j'étais tout le temps dans ma chambre privé de dessert. Alors que maintenant, privé de dessert, c'est un truc un peu violent quand on est petit, c'est-à-dire que c'est un peu le truc. Oui, enfin dans l'échelle, il y avait aussi le ceinturon, le martinet et les paires de gifles. Okay. Alors bon, tant qu'à faire, je préfère encore une privé de dessert. Mais j'ai tout eu.
Mais ça m'a pas rendu, Oui. ça m'a pas traumatisé. J'ai fait une chronique quand j'étais à Europe 1 où je t'imaginais, dans les années 70, à l'âge de 15 ans, sortir du lycée et refuser d'aller jouer à Pac-Man avec tes camarades pour aller étudier la généalogie des rois dans ta chambre. C'est complètement inventé, ou est-ce qu'il y a un tout petit peu de vrai dans Non, il y a un peu de vrai. Il y a un peu de vrai. C'est surtout eux qui voulaient pas jouer avec moi. Ah oui, t'étais pas cool au collège. Non, j'étais passé de mauvais souvenirs du lycée Carnot, par exemple. Oui. Parce que j'étais dans le 17e arrondissement, j'y ai fait toute ma scolarité, de la 6e jusqu'à la prépa HEC. Oui. Et en fait, j'étais un peu, on m'appelait quatre yeux, j'avais des grosses lunettes, j'étais petit gros, j'étais habillé bizarrement, j'étais décalé en fait. Tu t'habillais comment? Je sais pas, c'est l'époque ma mère voulait absolument que je mette des knickers, c'était ridicule, tu vois, comme si tu mets des culottes courtes. Un gamin, un adolescent veut absolument être en pantalon long. Ouais. C'était horrible. Et donc toi, t'avais donc les knickers qui s'arrêtent au genou. Sous le genou, oui. C'était horrible. C'est une sorte de pantacourt encore beaucoup plus court qu'un pantacourt, quoi. Oui, avec des chaussettes montantes juste en dessous. Mais c'était horrible. Et puis, non, je me suis fait un ami. Je me souviens, Christophe, je pompais beaucoup toutes ses copies. Christophe, oui. Je suis toujours en contact avec lui. C'était mon meilleur pote et il était très brillant. Mais on avait des échanges très drôles parce que je pompais sur lui, je recopiais intégralement ses devoirs de maths. Donc je suis arrivé au bac avec une super moyenne. Et au bac, j'ai eu 4. Parce qu'évidemment, il n'était pas là. Et je faisais un truc, c'est que je voyais les fautes. Parfois, il faisait une coquille. J'étais là. Et donc, comme je relisais tout ce qu'il faisait, donc on avait de meilleures notes. Oui. Mais c'était des fous rires permanents. Et est-ce que toi-même, tu as été méchant avec des gens quand tu étais au collège ou pas? Ou alors t'étais juste le souffre-douleur? Jamais, j'étais un peu le souffre-douleur. J'avais une chose qui me sauvait, c'est que je pouvais frimer parce que moi, j'allais au Luxembourg. C'est ça, c'est ce truc très étrange pour le commun des mortels, c'est que je suis luxembourgeois. Tu es luxembourgeois. Et donc les gens, ils pensaient que j'allais au jardin du Luxembourg. Et donc, je disais, non, nous, on a un vrai pays, etc. Tu vois. Et puis, je me suis identifié à ce pays qui est entouré de puissants voisins, comme des camarades un peu violents, et qui est toujours moqué par tout le monde, ridiculisé, etc. Et qui pourtant s'en sort pas mal. Et donc, j'étais un peu comme ça. Mais j'ai pas eu une adolescence au lycée très amusante, très joyeuse. Tu te souviens des noms des gens qui disaient quatre yeux et petit gros pour qu'on les retrouve? Non, je les ai oubliés. Moi, j'oublie. En fait, j'oublie tous les gens. Je me souviens des gens sympas. Voilà. J'avais quand même ma bande. Qui était sympathique, des gens sympathiques. On se voyait. On faisait des booms le mercredi après-midi. J'ai commencé, c'était le jeudi après-midi, mais ça date trop quand tu dis jeudi après-midi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant, la semaine était ce qui est le mercredi après-midi était le jeudi après-midi. Voilà. Et ça date un petit peu les gens. Oui, c'est comme le carbone 14. Exactement. Mais les gens ont compris que j'étais plus âgé que toi. Mention au bac? Avec ton 4? Non, mais non, bien sûr que non. J'ai eu le rattrapage. Ah ouais. Et mon frère est venu me soutenir. Ton frère qui, lui, avait eu son bac à 12 ans et demi. Oui, voilà. Mention très bien. Polytechnique à 17. Enfin, un génie absolu. Et c'était horrible parce que il est venu me soutenir. Ce jour-là, il devait passer les concours de Normal Sup Saint-Cloud ou Paris. Il a pas passé le concours pour être avec moi et me soutenir. Et là, je me suis planté encore à l'oral de rattrapage en maths. Et le type avait vu que mon frère venait me soutenir. Et il me dit à la fin, il me dit, bon, je vous mets 8, mais vous savez, votre frère aurait su faire. Hein. Donc, en fait, toute ma scolarité, les gens m'ont dit... je me souviens, il y avait Monsieur Mavray. Il était merveilleux, j'étais un prof de français à l'ancienne, comme ça, très sûr de lui. Le ventre comme ça qui très très ventripotent. Il disait à ma mère, il est allé dire à ma mère qui évidemment s'est empressée de me le répéter. Non, Stéphane est bon élève, mais enfin madame, ça ne vaudra jamais son frère.
Et donc, toute mon adolescence, toute mon enfance, je n'ai entendu que ça. Comme si j'étais le raté. Donc, alors, à la fois, ça te donne des complexes, et puis en même temps, tu te dis, bon, je vais essayer de faire mon trou autrement. Je vais essayer d'exister dans le regard de mes parents et des autres autrement. Donc, tu te fais remarquer. Mon frère, au contraire, voulait l'ombre, la plus totale, et moi, j'ai pris la lumière. Et quand tu as commencé à avoir du succès, comment est-ce qu'ils l'ont perçu alors? Bah oui, tout d'un coup, ils se sont mis à me regarder. Ouais. Non, cela dit, ils étaient assez vaches, parce que pour mon premier livre, que j'ai publié chez Lieu commun, avec Jacques Berthoud, qui était adorable, et j'ai donné le livre à mon père, à mes parents. Mon père me l'a rendu une semaine plus tard. Il me dit, je me suis permis de corriger les fautes d'orthographe et surtout les erreurs de syntaxe. Et ça, c'était horrible. Mais en même temps, quand tu publies un livre, parce que journaliste, j'avais commencé à écrire des articles, c'est pas un métier sérieux. Tu vois, c'est un métier de saltimbanque. Mon père me disait, mais on t'a payé des études quand même. T'es allé jusqu'à... J'ai fait le SC Lyon quand même, l'école de commerce. Aujourd'hui, on appelle ça l'EM Lyon. Tout le monde se prend... voilà. Ils se prennent très au sérieux. Maintenant, on appelle ça les 4 parisiennes ou les 5 parisiennes. Donc, c'est toujours à Lyon. Mais ce qui est fou, c'est que... Ça suffisait pas d'avoir écrit un livre, quoi. Voilà. Alors, le livre, c'était mieux que les articles. Oui. Donc, ça a commencé comme ça. D'ailleurs, tu as fait le SC Lyon, le M Lyon. Est-ce que tu te souviens de quelque chose que tu as appris pendant tes études de commerce? Absolument rien. Ça dure quand même souvenir. Ça a duré 3 ans. Oui. Si j'ai vu l'évolution du TGV, puisque le TGV est né avec justement mes déplacements. Oui. Donc en fait, je passais mes week-ends à Paris. Il faisait 2h30, 3h à l'époque, 2h50 même, le TGV Lyon-Paris, Paris-Lyon. Je remontais tout le temps. Je me suis fait quelques amis. Ouais, on logeait dans un campus, ça s'appelait le Galion. Et c'était plutôt sympa. On se faisait des pâtes au beurre, hein, parce que... voilà. Puis après, j'ai pris un appartement à Tassin-la-Demi-Lune, un tout petit studio où je vivais pendant mes études. Non, c'était plutôt des années de libération. En même temps, il fallait compter parce que j'avais un budget assez restreint. Oui. Mais zéro information n'est restée dans ta tête de 3 ans. Rien, mais rien. Je comprenais rien aux cours, par exemple. Il y avait des cours de comptabilité. Oui. Je ne comprenais rien. Il y avait des cours de marketing. Mais je m'endormais, moi. Et je suis entré... Alors, il faut savoir que je suis entré grâce... Tu sais, j'étais dans les derniers intégrés. Oui, il faut passer un concours. Il faut passer l'oral. Alors, déjà, à l'écrit, j'étais admissible. Et puis ensuite, l'oral. Et puis, pendant les vacances, il y a eu suffisamment de gens qui étaient devant moi, qui ont préféré aller à Paris, une Parisienne. Et donc on m'a appelé... HEC, l'ESSEC, Subdeco Paris. Oui. Et on m'a dit, bah voilà, vous êtes avant-dernier, antépénultième. Merveilleux. Et je suis entré, donc, il y avait 3 personnes derrière moi, et il y en avait 5 au concours final quand je suis sorti derrière moi. C'est-à-dire que j'étais encore dans le peloton, le peloton de queue, mais j'avais gagné 2 places en 3 ans. Oui. Donc je n'avais strictement rien appris. Et je me souviens, il s'appelait Bruno Dufour, le directeur de l'école. J'avais écrit une lettre en disant, écoutez, j'ai un déjeuner à Paris le jour du concours final. Est-ce que ça vous ennuie si je sèche cette épreuve? Parce que ce déjeuner est vraiment important pour ma carrière. Et il avait dit quoi? Et il me dit, mais c'est éliminatoire. Et alors, j'ai quand même passé le concours. J'ai eu le diplôme. Je l'ai offert à mon père. Je dis, écoute, t'as quand même payé les études. Je te le donne. Maintenant, je vais gagner ma vie. Je vais travailler. Je suis devenu journaliste. Je suis sorti en juin. J'ai écrit mon premier papier le 10 juillet 85. C'était la nécrologie de Charlotte de Luxembourg. Justement, le Luxembourg. Mais oui, le Luxembourg a toujours décidé de mon destin. C'est incroyable. Et maintenant, parce que en fait, t'étais luxembourgeois, t'étais un peu fan du Luxembourg et tu regardais un peu la famille ducale, grand-ducale, et maintenant, c'est tes bros, c'est tes amis. Non, je reste à ma place pour éviter qu'on m'y remette. Mais je les aime beaucoup et je crois qu'ils me font confiance depuis 40 ans. C'est quand même, on se côtoie depuis 40 ans, ça finit par créer des liens. J'aime pas dire que les chefs d'État ou les grands hommes sont mes amis, parce que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas il y a des liens qui se créent, mais je reste à ma place, toujours. Mais plus proche quand même des grands-ducs que de la reine d'Angleterre.
Oui, il y a une proximité, évidemment. Et eux savent qui je suis, oui. Oui. Quand tu avais 25 ans, tu militais pour que la France redevienne une monarchie. Même avant, à 17 ans, j'étais monarchiste à 17 ans. Et il y a notamment une archive assez connue où je suis face à Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer avec des cheveux à l'époque. Oui. Et il était beau gosse, en fait. Il était hyper beau gosse. Il était BG, et moi, j'étais ridicule. T'étais assez équivalent maintenant, peut-être un tout petit peu plus lisse, mais... On s'est retrouvés depuis. Oui. Et c'est vrai, à part les propos, c'est plutôt à mon avantage, je lui ai dit. Ouais. Et... Cela dit, défendait la République, moi la monarchie. Mais j'étais convaincu, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que j'étais pas un acharné, je suis pas comme, je sais pas, pour remettre l'absolutisme d'Ancien Régime, tout ça c'est bullshit. Non, moi ce qui m'amusait, ce qui m'intéressait en tant que luxembourgeois, c'est que je vois un système, et je le dis aujourd'hui en toute sincérité, qu'est-ce qui est mieux, un système républicain comme le nôtre en France, où le président de la République a plus de pouvoir qu'un roi. Donc on est dans une république très monarchique, on donne un pouvoir incroyable au président, on attend tout de lui. Ou à Luxembourg, par exemple, on est une monarchie très républicaine, où tous les 4 matins, on nous demande notre avis. Tu as appris, au début de ta carrière, à parler un peu portugais. Oui. Falas português bocadinho. Bocadinho. Et ça me fait très plaisir. Me gosto muito de falar português, porque é uma língua muito bonita. Tu as appris le portugais pour écrire un livre sur la reine Amélie de Portugal. Pour lire ses mémoires. Ses journaux intimes. Parce que cette femme me fascinait, parce que j'avais compris un truc. Elle a eu 43 ans de bonheur et 43 ans de malheur. Elle est morte à 86 ans. Et c'est fou comme la vie se coupe en deux. Donc tu as tes rêves de jeune fille, tu te maries, et puis, boum, ton mari est assassiné. Bon, en même temps, elle avait été trompée comme dans un bois. Mais enfin, c'est ça que tu disais, c'est que dans son journal intime, elle dit genre, oh là là, il m'a trompé. Oui, et elle note. Et en plus, et surtout par la duchesse de Palmel. Je pense qu'il avait couché avec toutes les dames de la cour. Donc elle voyait, elle était humiliée en permanence. Mais quand même, son mari meurt, son fils aîné meurt dans au Soterreiro do Paço le 1er février 1908. Elle se retrouve veuve et ensuite elle va vivre encore 43 ans malheureuse. Son deuxième fils meurt. Enfin, c'est une vie comme ça de tragédie, et j'aime ces héroïnes tragiques en fait. Et puis j'étais tombé amoureux du Portugal, je voulais absolument y passer le plus de temps possible, donc je passais mon temps dans les archives portugaises, aller dans les... Non, j'ai adoré le Portugal, voilà. C'est peut-être un peu comme les Luxembourgeois, Portugal c'est un petit peu une nation européenne secondaire, donc on est toujours extrêmement flatté quand on s'intéresse à notre pays. Et pourtant, quel empire. Oui, il y a très longtemps quand même. Voilà. Oui, mais enfin il en reste des traces. Le Brésil par exemple, ou le Timor-Est, ou encore les Madères, ou non, il y a encore quelques... Tu as fait, avant d'être journaliste, tu as fait quand même au moins un petit boulot, des travaux. T'as fait... Moi, j'étais hôte d'accueil au château de Versailles. Ouais. Ça, c'est les boulots que je faisais pour payer mes vacances. Ouais. Et donc tu disais à des personnes japonaises... Les gens demandaient les toilettes, oui, voilà. En fait, c'est ça. Ouais. Parce qu'au d'accueil, les gens s'imaginent grand truc. Alors t'es arrivé fringué, comme ça, tout bien, prêt à parler de ton lieu qui t'inspire, qui est le château de Versailles. Et en fait, les gens demandent « Where are the toilets ?» Donc en fait, tu savais le dire dans toutes les langues. Et c'était passionnant. Mais ça m'a... Il y a des gens qui étaient guides conférenciers à l'époque que je vois toujours. Qui ont commencé en même temps que moi et qui sont restés. Qui aujourd'hui sont les grands conservateurs du château de Versailles. Ouais. Donc j'ai toujours... j'avais gardé la clé d'ailleurs. Ouais. Je suis parti en gardant la clé. Ils ont changé les serrures depuis, c'est ridicule. Et puis ils ont mis une grille devant. Je te montre. Hein. à 3h du matin. Là. Mais c'était qu'est-ce que tu veux quand tu dois payer tes vacances? Ouais. Tu as le choix, où tu vas travailler dans un restaurant de restauration rapide, ou tu fais un truc qui te plaît. Moi, le matin, je prenais mon service, je prenais mon train à Saint-Lazare, j'allais à Versailles, je sais plus si c'est Versailles Chantier ou Versailles, voilà. Puis j'allais au château, je prenais mon service et je rentrais le soir. J'ai adoré faire ça. Est-ce que tu te souviens, ça va être un petit peu en vrac, hein, ces dernières questions. Est-ce que tu te souviens de la première fois où on t'a reconnu dans la rue?
Non, c'est arrivé petit à petit. Dans les années 90, je faisais Écho de Star avec Isabelle Horto, toute une bande. Et puis ensuite, j'ai fait Famille, je vous aime d'Isabelle Quenin. Oui, les gens commençaient à me regarder de temps en temps. Ça a jamais changé ma vie. C'est-à-dire que le regard des autres ne m'a jamais... La notoriété est arrivée tellement progressivement que j'ai pas eu comme ça du jour au lendemain où tu fascines les foules, quoi. Les gens sont habitués à moi et moi je me suis habitué à eux. Est-ce que si ça s'arrêtait, ça te rendrait triste? Ce qui me rendrait triste, c'est de ne plus avoir ce contact très chaleureux avec le public dans la rue. Ça, c'est parce que les gens te disent des choses qui ne diraient à personne d'autre. C'est-à-dire que personne ne vient te voir dans la rue pour t'insulter. Ça n'arrive jamais. Ouais. Je pense que les gens qui ne m'aiment pas ne m'approchent pas. En revanche, beaucoup de gens m'approchent en me disant ou on aime beaucoup vos émissions ou merci de ce que vous faites pour le patrimoine. On a un point commun, c'est qu'on fait tous les deux attention à notre poids. Toi, tu utilises la méthode Weight Watchers. Non, j'ai changé de méthode. C'est vrai? Oui. Parce que je me souviens les points, les calories. Je mélange un peu. C'est jeûne intermittent. Oui. Il n'y a pas d'accent circonflexe. C'est un jeûne. Il y a un jeûne intermittent. J'ai un jeûne intermittent avec moi ici qui me dit quoi faire. C'est un jeûne intermittent. Et puis, ce que je fais, je suis... Des principes, c'est de jamais de sucre seul et jamais de fruits seuls. Avant, je prenais des fruits tout le temps, j'adorais ça, mais en fait, c'est du sucre. Ouais. C'est parce que ça a l'air naturel. Ça a l'air naturel, oui, mais voilà. Parce que je t'ai vu quand même quelquefois, on a déjeuné ensemble à la cantine de repas, t'étais très purée de céleri et eau minérale. C'était remarquable comme discipline. Bah oui, j'ai une discipline de fer. Mais parce que quand on est dans la vitrine, il faut faire envie. Et puis, quand on vieillit et qu'on atteint certains rivages de l'âge, eh bien, il vaut mieux soigner l'enveloppe. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Je pense qu'il commence à avoir les stigmates d'une vie bien remplie, mais c'est pas désagréable. Je vois bien que les plis s'affaissent, que tout ça a perdu un peu de... Oui, je le vois, évidemment. Mais ça ne me désespère pas, parce que je porte mes pages d'histoire comme sont autant de rides. Mais je veux dire, plus historiquement, en fait, quand tu te regardais, je ne sais pas, quand tu avais 25 ans ou 30 ans... je voulais être lisse. Tu voulais être lisse? Je voulais être lisse. Je voulais être... Que ton visage soit lisse? Oui, et puis que tout soit parfait. Aujourd'hui, on s'en fiche. Non, ce qui est plus terrible, c'est quand tu perds les êtres chers, c'est que tu vois les autres dans ton visage. Donc c'est assez troublant. Tu vois ceux qui ne sont plus et qui vivent en toi. Et donc souvent je me dis, mon nez, c'est celui de ma grand-mère, c'est sûr. Mais en fait, j'ai le regard de mon père. Donc en fait, ce que tu ne voyais pas avant, parce que les gens étaient là, de te confronter à eux, tu les voyais, ils étaient vivants en face de toi. Et quand ils sont morts, tu les vois dans ton miroir. Et c'est assez touchant d'ailleurs, et t'essayes d'avancer avec ça. Il y a quelque chose que tu détestes dans ton physique ou pas? J'ai pas une passion pour mon physique personnel, non. Jamais eu une passion. Mais quelqu'un qui dit j'ai une passion pour mon physique. non, mais il y a des gens qui savent BG. Oui. Voilà. J'ai vu Brad Pitt, le mec, il est BG. Et il le sait. Et ça se voit. Bon. En revanche, les gens me disent tu te bonifies en vieillissant. C'est vrai que j'étais vieux à 20 ans et j'ai rajeuni à 40. Donc à 60, on commence à être acceptable, à s'accepter soi-même. Oui, tu m'avais dit qu'il y a un moment où mais est-ce que ça t'était passé, mais que le moment les cheveux qui tombent, c'est des angoisses. Ça a été entre 25 et 28 ans. Ça a été cauchemar. Et à 28 ans, j'ai fait les opérations nécessaires, des implants, et voilà, maintenant ça tient. Ça tient quand même depuis 30 ans. Je vais le faire. Sans les arroser, tu vois. Ça pousse. Excellent investissement. Est-ce que tu te souviens de ta plus grande douleur physique de toute ta vie? La fois où tu as eu le plus mal? Oh non, j'ai aucun souvenir. T'as peut-être pas eu mal aussi? Si, peut-être, si... j'ai eu mal avant, je me souviens, je regardais le spectacle de Robert Hossein, Danton et Robespierre, c'est peut-être à cause du spectacle, c'est Robespierre, et j'ai eu une crise d'appendicite, il a fallu m'emmener d'urgence à l'hôpital. Mais ça, je m'en souviens
je hurlais de douleur. Les gens disaient chut. Non, mais excusez-moi, la pièce au Palais des Congrès. Et je suis en train de oui. Si tu devais choisir une mort violente, quelle mort violente choisirais-tu? Je préférerais pas choisir de mort violente. Je sais. On était obligé. Obligé. C'est dur. C'est dur. Je pense un truc. Moi, si je peux t'aider en réponse, moi, je pense que je choisirais quelque chose Le crash d'avion. Un truc. Parce que le crash d'avion, tu ne dois pas mourir. Bah si, quand même. Tu t'imagines, c'est genre tu sens le sol qui se rapproche, ça tombe. Non, c'est pas. Moi, je pense quelque chose de plus radical, de plus rapide en fait. Une morsure de scorpion. Une morsure de scorpion, ouais. Trancher la tête par derrière. Moi, c'est ce que je choisirais. Ouais. Une décapitation. Une décapitation, mais un petit peu au dernier moment. Tu vois, c'est fini. Voilà. Oui. Non, pas de mort violente. Bah, si tu veux, en toute ma vie, j'ai essayé de lutter contre la guillotine. C'est pas pour finir moi-même guillotiné. Pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que tu penses que tu aurais été résistant en 1940, en 1941, 42, 43, 44 ou 46 ? Je pense que, vu mes origines, j'aurais pas eu le choix. Oui. Et j'aurais été résistant dès 1940. Oui. Ma famille a dû quitter le Luxembourg le 10 mai 40 lorsque les nazis sont entrés. D'ailleurs, ce jour-là, et c'est peut-être la différence aussi avec la France. C'est les souverains ont donné des consignes. Quand ils sont partis en exil, ils ont appelé les familles qui étaient principalement en danger pour qu'ils partent aussi, pour qu'ils se sauvent. La bêtise, c'était de partir en France, parce que la France allait capituler quelques semaines plus tard. Mais j'ai connu mes 4 grands-parents, et ce qui, je crois, une grande chance puisqu'ils ont tous survécu à cette tragédie. Donc, je pense que j'aurais pas eu le choix. J'aurais résisté. Dernière question, qui est toujours la dernière question que je pose. Avec quelle personne décédée est-ce que tu aurais aimé faire l'amour avant qu'elle soit décédée? Faut qu'elle soit décédée. Voilà. Mais c'est-à-dire que forcément, tu l'imagines morte, alors ça donne plus très envie. Exactement. Après, tu as le droit aussi de dire, bah non, cette personne, après son décès. Mais ça, ça te mettrait dans une petite niche de la sexualité, quand même. Oui, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont... non, mais aucune personne, vraiment. Non, j'aurais aimé... Il y a des femmes, par exemple, ce qui est drôle, parce que, évidemment... la sexualité change avec les mortes, si tu veux. Tu te dis, dans l'absolu, j'aurais adoré... tu vois, Marlène Dietrich, par exemple. Greta Garbo. Ava Gardner. Oui. Les actrices hollywoodiennes des grandes années. Rita Hayworth. Alors, mais évidemment, avant qu'elle soit morte, parce que quand on sait... tu vois... Rita Hayworth avait Alzheimer. Ensuite, Marlène Dietrich, je voulais plus qu'on la voie les dernières années de sa vie. Mais de là, avoir envie de faire l'amour, tu vois, c'est pas des sexes... Enfin, ça a été des sexes symboles pour tout le monde, mais c'est pas... je sais pas, il faut être vraiment excité par les mortes. Ouais. Et d'ailleurs, c'est illégal de coucher avec des morts. Oui. Ouais, c'est illégal parce que il faut respecter les cadavres. Voilà, c'est ça le. C'est une bonne règle. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Mais j'espère qu'on respectera mon cadavre. Je ferai en sorte. Tu feras en sorte que ce soit le cas. Voilà. Merci, je te remercie. Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Bon bah cet épisode il est fini, va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais, c'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours, ok? Call mini. Alors, c'est ici, c'est sympa. Ah vous avez réparé le néon? Eh oui.